Petit b. Prolongation de la journée de travail. Si la machine est le moyen le plus puissant d'accroître la productivité du travail, c'est-à-dire de raccourcir le temps nécessaire à la production des marchandises, elle devient comme support du capital, dans les branches d'industrie dont elle s'empare d'abord, le moyen le plus puissant de prolonger la journée de travail au-delà de toute limite naturelle. Elle crée des conditions nouvelles qui permettent au capital de lâcher bride à cette tendance constante qui le caractérise, et des motifs nouveaux qui intensifient sa soif du travail d'autrui. Et tout d'abord, le mouvement et l'activité du moyen de travail devenu machine se dressent indépendants devant le travailleur. Le moyen de travail est dès lors un perpétuum mobile industriel qui produirait indéfiniment s'il ne rencontrait une barrière naturelle dans ses auxiliaires humains, dans la faiblesse de leur corps et la force de leur volonté. L'automate, en sa qualité de capital, est fait homme dans la personne du capitaliste. Une passion l'anime. Il veut tendre l'élasticité humaine et broyer toutes ses résistances. Note 58. La facilité apparente du travail à la machine et l'élément plus maniable et plus docile des femmes et des enfants l'aident dans cette œuvre d'asservissement. Note 59. La productivité de la machine est, comme nous l'avons vu, en raison inverse de la part de valeur qu'elle transmet au produit. Plus est longue la période pendant laquelle elle fonctionne, plus grande est la masse de produits sur laquelle se distribue la valeur qu'elle ajoute, et moindre est la part qui en revient à chaque marchandise. Or, la période de vie active de la machine est évidemment déterminée par la longueur de la journée de travail ou par la durée du procès de travail journalier multiplié par le nombre de jours pendant lequel ce procès se répète. L'usure des machines ne correspond pas avec une exactitude mathématique au temps pendant lequel elles servent. Et cela même supposé, une machine qui sert 16 heures par jour pendant 7 ans et demi embrasse une période de production aussi grande et n'ajoute pas plus de valeur au produit total que la même machine qui, pendant 15 ans, ne sert que 8 heures par jour. Mais dans le premier cas, la valeur de la machine se serait reproduite 2 fois plus vite que dans le dernier, et le capitaliste aurait absorbé par son entremise autant de surtravail en 7 ans et demi qu'autrement en 15. L'usure matérielle des machines se présente sous un double aspect. Elles s'usent d'une part en raison de leur emploi, comme les pièces de monnaie par la circulation, d'autre part par leur inaction, comme une épaisse rouille dans le fourreau. Dans ce dernier cas, elles deviennent la proie des éléments. Le premier genre d'usure est plus ou moins en raison directe, le dernier est jusqu'à un certain point en raison inverse de leur usage. Note 60. La machine est en outre sujette à ce qu'on pourrait appeler son usure morale. Elle perd de sa valeur d'échange à mesure que les machines de la même construction sont reproduites à meilleur marché, ou à mesure que des machines perfectionnées viennent lui faire concurrence. Note 61. Dans les deux cas, si jeune et si vivace qu'elle puisse être, sa valeur n'est plus déterminée par le temps de travail réalisé en elle, mais par celui qu'exige sa reproduction ou la reproduction des machines perfectionnées. Elle se trouve en conséquence plus ou moins dépréciée. Le danger de son usure morale est d'autant moindre que la période où sa valeur totale se reproduit est plus courte, et cette période est d'autant plus courte que la journée de travail est plus longue. Dès la première introduction d'une machine dans une branche de production quelconque, on voit se succéder coup sur coup des méthodes nouvelles pour la reproduire à meilleur marché, note 62. Puis viennent des améliorations qui n'atteignent pas seulement des parties ou des appareils isolés, mais sa construction entière. Aussi bien est-ce là le motif qui fait de sa première période de vie la période aiguë de la prolongation du travail. Note 63. La journée de travail étant donnée et toutes circonstances restant les mêmes, l'exploitation d'un nombre double d'ouvriers exige une avance double de capital constant en bâtiments, machines, matières premières, matières auxiliaires, etc. Mais la prolongation de la journée permet d'agrandir l'échelle de la production sans augmenter la portion de capital fixée en bâtiments et en machines. Note 64. Non seulement donc la plus-value augmente, mais les dépenses nécessaires pour l'obtenir diminuent. Il est vrai que cela a lieu plus ou moins toutes les fois qu'il y a prolongation de la journée. Mais c'est ici d'une toute autre importance, parce que la partie du capital avancé en moyen de travail pèse davantage dans la balance. Note 65. Le développement de la production mécanique fixe en effet une partie toujours croissante du capital sous une forme où il peut d'une part être constamment mis en valeur, et perd d'autre part valeur d'usage et valeur d'échange dès que son contact avec le travail vivant est interrompu. Si un laboureur, dit M. Ashworth, un des Cotton Lords d'Angleterre faisant la leçon au professeur Nassau Williams Senior, si un laboureur dépose sa pioche,
il rend inutile pour tout ce temps un capital de 12 pence, 1 franc 25 centimes. Quand un de nos hommes abandonne la fabrique, il rend inutile un capital qui a coûté 100 000 livres sterling, entre parenthèses 2 500 000 francs. Note 66. Il suffit d'y penser. Rendre inutile, ne fût-ce que pour une seconde, un capital de 100 000 livres sterling, c'est à demander vengeance au ciel quand un de nos hommes se permet de quitter la fabrique. Et le sudit senior, renseigné par Ashworth, finit par reconnaître que la proportion toujours croissante du capital fixé en machine rend une prolongation croissante de la journée de travail tout à fait, entre guillemets, désirable. Note 67. La machine produit une plus-value relative, non seulement dépréciant directement la force de travail en la rendant indirectement meilleur marché par la baisse de prix qu'elle occasionne dans les marchandises d'usage commun, mais en ce sens que pendant la période de sa première introduction sporadique, elle transforme le travail employé par le possesseur de machine en travail puissancier dont le produit, doué d'une valeur sociale supérieure à sa valeur individuelle, permet aux capitalistes de remplacer la valeur journalière de la force de travail par une moindre portion du rendement journalier. Pendant cette période de transition, où l'industrie mécanique reste une espèce de monopole, les bénéfices sont par conséquent extraordinaires, et le capitaliste cherche à exploiter à fond cette lune de miel au moyen de la plus grande prolongation possible de la journée. La grandeur du gain aiguise l'appétit. À mesure que les machines se généralisent dans une même branche de production, la valeur sociale du produit mécanique descend à sa valeur individuelle. Ainsi se vérifie la loi d'après laquelle la plus-value provient non des forces de travail que le capitaliste remplace par la machine, mais au contraire de celles qu'il y occupe. La plus-value ne provient que de la partie variable du capital, et la somme de plus-value est déterminée par deux facteurs, son taux et le nombre des ouvriers occupés simultanément. Si la longueur de la journée est donnée, sa division proportionnelle en surtravail et travail nécessaire détermine le taux de la plus-value, mais le nombre des ouvriers occupés dépend du rapport du capital variable au capital constant. Quelle que soit la proportion suivant laquelle, par l'accroissement des forces productives, l'industrie mécanique augmente le surtravail aux dépens du travail nécessaire, il est clair qu'elle n'obtient cependant ce résultat qu'en diminuant le nombre des ouvriers occupés par un capital donné. Elle transforme en machine, en élément constant qui n'auront point de plus-value, une partie du capital qui était variable auparavant, c'est-à-dire se convertissait en force de travail vivante. Il est impossible par exemple d'obtenir de 2 ouvriers autant de plus-value que de 24. Si chacun des 24 ouvriers ne fournit sur 12 heures qu'une heure de surtravail, ils fourniront tous ensemble 24 heures de surtravail, tandis que le travail total des 2 ouvriers n'est jamais que de 24 heures, les limites de la journée étant fixées à 12. L'emploi des machines dans le but d'accroître la plus-value recèle donc une contradiction, puisque des deux facteurs de la plus-value produite par un capital de grandeur donnée, il n'augmente l'un, le taux de la plus-value, qu'en diminuant l'autre, le nombre des ouvriers. Cette contradiction intime éclate dès qu'avec la généralisation des machines dans une branche d'industrie, la valeur du produit mécanique règle la valeur sociale de toutes les marchandises de même espèce, et c'est cette contradiction qui entraîne instinctivement le capitaliste, note 68, à prolonger la journée de travail avec la plus extrême violence, pour compenser le décroissement du nombre proportionnel des ouvriers exploités par l'accroissement non seulement du surtravail relatif, mais encore du surtravail absolu. La machine, entre les mains du capital, crée donc des motifs nouveaux et puissants pour prolonger sans mesure la journée de travail. Elle transforme le mode de travail et le caractère social du travailleur collectif de manière à briser tout obstacle qui s'oppose à cette tendance. Enfin, en enrôlant sous le capital des couches de la classe ouvrière jusque-là inaccessibles, et en mettant en disponibilité les ouvriers déplacés par la machine, elle produit une population ouvrière surabondante, note 69, qui est forcée de se laisser dicter la loi. De là ce phénomène merveilleux dans l'histoire de l'industrie moderne, que la machine renverse toutes les limites morales et naturelles de la journée de travail. De là ce paradoxe économique que le moyen le plus puissant de raccourcir le temps de travail devient par un revirement étrange le moyen le plus infaillible de transformer la vie entière du travailleur et de sa famille en temps disponible pour la mise en valeur du capital. Si chaque outil, tel était le rêve d'Aristote, le plus grand penseur de l'Antiquité, si chaque outil pouvait exécuter sur sommation, ou bien de lui-même, sa fonction propre, comme les chefs-d'œuvre de Dédale se mouvaient d'eux-mêmes, ou comme les trépieds de Vulcain se mettaient spontanément à leur travail sacré, si par exemple les navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aide, ni le maître d'esclaves.
Note 70. Et Antiparos, un poète grec du temps de Cicéron, saluait l'invention du moulin à eau pour la mouture des grains, cette forme élémentaire de tout machinisme productif, comme l'aurore de l'émancipation des femmes esclaves et le retour de l'âge d'or. Note 71. Ah, c'est païen. Maître Bastia, après son maître McCulloch, a découvert qu'il n'avait aucune idée de l'économie politique, ni du christianisme. Il ne comprenait point, par exemple, qu'il n'y a rien comme la machine pour faire prolonger la journée de travail. Ils excusaient l'esclavage des uns parce qu'elle était la condition du développement intégral des autres, mais pour prêcher l'esclavage des masses afin d'élever au rang d'éminents filateurs, de grands banquiers et d'influents marchands de cirage perfectionnés, quelques parvenus grossiers ou à demi décrottés, la bosse de la charité chrétienne leur manquait.